c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous, mais bienvenue sur ce webinaire sur lequel nous allons pouvoir échanger sur le SI Agile grâce aux API. Et donc, avant de démarrer, je voulais tout d'abord remercier Laurent Barra, de par sa présence, qui va pouvoir nous faire donc ce retour d'expérience, accompagné donc de Stéphane Leroy et de Pascal Stalin chez PeakTime, qui vont nous expliquer un petit peu comment au niveau des API, on peut faciliter l'agilisation de son système d'information. Et donc, comme le précisait et questionnait François en préambule, vous aurez accès à ce document entièrement. Du coup, ça va faciliter grandement votre prise de notes. Et pour votre info et afin de faciliter le bon déroulé de ce webinaire, il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Donc, pour démarrer, si tu peux, j'ai toujours la même slide. Ouais, attends, hop. Ça me coupe à chaque fois. Quelqu'un a pris la main ou pas? Ça a l'air de revenir. Ouais. Parfait. Voilà. Alors, pour démarrer, une petite présentation de PeakTime Group pour celles et ceux qui ne nous connaissaient pas. Et donc, c'est vraiment une présentation très brève en 2 slides qui présente nos 3 secteurs métiers. Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le premier, donc PeakTime au niveau du retail. Donc, depuis 2002, en fait, partenaire de la performance des projets digitaux et vraiment dans le secteur du retail. En témoigne la présence de Laurent et donc de Nocibé depuis des années. 80 clients et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les données 2019. Nous avons un deuxième secteur métier, Corail, qui fait bien plus que de l'hébergement certifié de données de santé. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On fait également de l'hébergement. On accompagne également les stratégies pour tout ce qui est transformation digitale. Et donc essentiellement dans le domaine de la santé. Et enfin, le troisième secteur métier, entreprise, où est-ce qu'on va venir grouper agilité et sécurité et venir introduire une notion, entre autres, de DevSecOps au service des applications externalisées, mais tout un certain nombre de choses. Et donc, en quelques chiffres, 300 collaborateurs, 30 millions de chiffres d'affaires. On est 100% indépendant, il faut le préciser également. Je vous ai expliqué les 3 secteurs métiers. Donc, on est séparé en 2 entités. Le gros des troupes sur Villeneuve-d'Ascq et également une petite entité sur Paris avec de tout nouveaux locaux. Voilà pour la petite présentation. Et maintenant, je vais laisser la parole à nos experts. Alors, est-ce que je prends la main, puis je laisse la main à Laurent après? Vas-y, tu peux présenter Okay. un petit peu l'ordre du jour. Ouais, donc l'ordre du jour, en fait, on va commencer par une introduction qui sera donnée par Laurent Barra, en fait, sur finalement le contexte et la situation quand on a commencé. Ensuite, on va faire un petit brief finalement sur quelle était la stratégie qu'on a prise pour commencer un petit peu le chantier de transformation. On fera un focus sur les API en général, l'état de l'art en fait, et ce qu'on attend des API. Et ensuite, on verra finalement comment on a commencé à le traduire chez Nocibé. Et à la fin, il y aura un mot de la fin de Laurent Barra, un petit bilan sur ces 3 années. Laurent, on te laisse prendre la main. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Barra, je suis responsable de domaine omnicanal chez Nocibé depuis 2016. Mon scope couvre à la fois toute la partie encaissement en magasin, tout ce qui tourne autour de la CRM et forcément j'ai la plateforme web dans mon scope. Donc, pour replanter le contexte, moi je suis arrivé en 2016 et ce que je découvre, c'est une plateforme qui est plutôt vieillissante puisqu'elle date de 2006, elle a été développée en 2006. J'ai beaucoup de difficultés dans les mises en production, c'est pas très stable, c'est pas très véloce. On a vécu quelques MEP qui ont été très compliqués. On est conscient tous qu'il y a une forte dette technique sur la plateforme et donc vraiment c'est très difficile à maintenir.
En revanche, je suis assez surpris par la bonne tenue à la charge de la plateforme avec très très peu de serveurs, vu ce que je connaissais avant dans mon ancienne vie. Moi, j'arrive chez Nocibé avec ma fonction, c'est vraiment de développer les services omnicanaux. Et le premier chantier que j'ai à réaliser, c'est de mettre en place du click and collect 2 heures en magasin. Donc, le click and collect 2 heures entraîne 2 choses principalement, c'est-à-dire la gestion du client, partagée entre le magasin, le web et en temps réel, et la gestion de la commande initiée par le web qui doit être tout de suite connue en magasin. J'avoue que le démarrage, comme c'est marqué, a été assez compliqué. On en a tous bavé pour mettre le service en place. Service qui était très attendu et qui a fonctionné très fort, très vite. Suite à ces premières MEP, moi je n'avais qu'une seule envie, c'était de faire un replatforming de la plateforme que je trouvais vraiment vieillissante. Deux soucis, comme vous en êtes tous conscients, c'est le clou du replatforming et une roadmap métier qui était très chargée à l'époque et qui l'est toujours. Et mener les deux en parallèle, c'était très très compliqué. D'où notre discussion avec PeakTime pour essayer de trouver une solution pour transformer la plateforme en parallèle de la roadmap métier et se pencher sur l'APIisation que nous, on avait commencé du côté de Nocibé et comment l'amener aussi du côté de la plateforme. Voilà pour planter le contexte. Du coup, tu peux passer au slide suivant. Donc, en effet, dans ce contexte-là, moi, je suis aussi arrivé en 2016 au final, un peu au moment finalement où le click and collect venait de s'être mis en place et en effet, j'ai vu que ça avait été compliqué. Donc, l'idée, ça a été finalement de voir un peu comment on allait faire pour donc soit partir sur du replatforming, parce que finalement l'option était sur la table, soit peut-être trouver un chemin alternatif qui nous permettrait de suivre une évolution et une transformation de la plateforme en fait, tout en satisfaisant les attentes du métier, qui étaient vraiment assez fortes à l'époque. Et donc, on avait un gros problème aussi, en effet, c'était la vélocité, donc en gros, la capacité finalement à développer des nouvelles fonctionnalités stables et de les déployer rapidement. Donc, c'est vrai qu'on était, l'image du paquebot est un peu là, parce que finalement, un paquebot, ça met beaucoup de temps à tourner, hein, entre le moment où on donne la consigne et au moment où il change en trajectoire. On savait que c'était pas évident. Donc, du coup, slide suivant. Du coup, en fait, on a commencé par faire un bilan de la plateforme, en fait. Le premier travail, c'était de voir un peu, finalement, quelles étaient les responsabilités portées par la plateforme ou par des solutions tierces, de faire un petit peu le bilan de tout ça, en fait, et de s'en faire une bonne idée, en fait, d'être vraiment sûr de ce qui était porté par la plateforme ou non. De faire aussi l'inventaire en ces responsabilités-là, finalement, des forces et des faiblesses de la plateforme. En effet, la plateforme est vieillissante. Comme l'a dit Laurent Barra, elle était quand même performante. Donc, l'idée, finalement, c'était de s'appuyer sur les forces de la plateforme pour la transformer au fur et à mesure et trouver ce chemin, en fait, avec Nocibé. Et bien sûr, l'inventaire technique pour avoir une vision globale du métier et technique, finalement, de là où on était. Donc sur ce bilan, on a construit, on s'est dit finalement que on devrait pouvoir tenir la plateforme métier, la refonte métier, sans changer, sans faire du replatforming, parce que finalement, même si c'est vrai que la plateforme était vieillissante et qu'elle avait beaucoup de défauts, la techno utilisée était quand même migrable dans quelque chose d'un peu plus moderne, et donc on était confiant finalement dans la capacité à transformer un petit peu cette plateforme-là progressivement. En la remodélisant un petit peu, donc en y mettant des API et des responsabilités beaucoup plus claires au niveau de cette plateforme et en redispatchant à l'extérieur d'autres responsabilités qui n'ont pas forcément intérêt à y être. Et on a essayé de définir du coup une cible en fait qui à 3 ans, on va dire, hein, c'était à peu près ça l'horizon qu'on s'était donné, qui servirait finalement de fil rouge et surtout de cadre dans les choix et les compromis qu'on aura à faire. Parce que finalement, ce qu'on a voulu faire, c'était une démarche opportuniste. Donc, en gros, s'appuyer sur la roadmap métier, essayer de la changer le moins possible, mais y intégrer finalement au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités et des projets métiers, finalement des éléments techniques qui nous permettraient, au fur et à mesure, de faire cette refonte, de la valider aussi, puisque ça permet finalement, dans un projet métier, de faire la recette de ce qu'on a changé. Et d'arriver comme ça progressivement à aller vers quelque chose de plus moderne et plus souple et plus véloce. Voilà. Donc une démarche opportuniste. Donc là maintenant on va faire un petit focus en fait sur les API en fait pour expliquer vraiment ce que ça peut impliquer et quel est l'état de l'art en fait de tout ça. Donc je laisse la main à Pascal. Bonjour, merci Stéphane.
Alors, quoi de mieux par rapport à tout ça que de commencer finalement par une définition? C'est quoi une API? Une API, c'est quelque chose qui va permettre à des applications de communiquer et de s'échanger massivement des données et des services. Voilà, donc là, je crois que c'est assez simple comme définition. En fait, on pourrait se poser la question, pourquoi communiquer? Parce que finalement, sans communication, une application, elle est rien du tout. C'est grâce à la communication qu'elle va permettre à la fois d'obtenir des données en entrant, mais aussi de fournir des données en sortie. Finalement, cette communication, elle se fait dans deux sens. La communication permet finalement de brancher des API externes, mais elle permet aussi de partager ses propres services, et notamment, si on veut coopérer avec ses filiales, on a la possibilité de partager nos propres données. On peut voir sur le schéma, dans le cas de retail, que finalement, les API vont nous permettre de lister les différents produits qui sont en jeu sur notre site, vont aussi nous permettre de faire de la recherche au sein des produits, de brancher des systèmes externes d'avis clients, gérer tout ce qui est suivi de livraison, planification de la livraison, gérer le paiement, gérer la localisation. En fait, tout un tas de choses qui font que, au final, sans toutes ces fonctionnalités-là, l'appli ne serait pas aussi riche et aussi puissante. Et si on veut aller plus loin, après, on peut aussi s'appuyer sur ce qu'on appelle de l'open data. Finalement, c'est un certain nombre d'API qui fournissent de la donnée, on va dire gratuite, ouverte. Et ça permet notamment, j'ai quelques exemples en tête, qui est récupérer des données météo, des données démographiques, historiques, pour finalement contextualiser le site qu'on affiche par rapport à des données qu'on peut récupérer dans des bases de données externes. Et aussi, un autre point d'évolutivité pour aller plus loin, c'est toute la partie monétisation. Finalement, on pourrait très bien fournir nos propres services via un paiement à la consommation. Voilà, via des API qu'on ouvrirait et donner l'accès en payant à la conso, mais aussi l'accès à des données. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est finalement les API permettent de gagner en time to market pour créer une nouvelle application. Finalement, on va agréger des données venant d'API différentes et déjà existantes. Alors, soit des API externes, en fait, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, comme on le voyait sur le slide précédent, mais aussi finalement nos propres API. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer la première application, on va constituer son capital applicatif d'API qui finalement vont être réutilisables dans les applis futures qu'on va pouvoir créer. Donc, ça permet finalement de traiter, comme c'est marqué sur le slide, de nouveaux besoins métiers tels que le paiement, les avis clients, du Facebook Connect ou de la livraison, mais aussi finalement dans un parcours d'omnicanalité où on doit pouvoir se baser sur les mêmes données et les mêmes services, quel que soit le device sur lequel on est présent, quelle que soit l'appli et quelle que soit la phase du parcours sur lequel on se trouve. Donc finalement, rien de mieux qu'une API pour pouvoir justement partager nos propres données entre les différents devices, entre les différentes parties de mon parcours client. Voilà. Donc l'API est vraiment idéale pour partager tout ça et ça nous fait aussi finalement un gain de temps pour créer la nouvelle application. Si l'application web se base déjà sur des API et a été construite avec des API, le jour où on crée une appli mobile, on a juste à réutiliser ces API pour pouvoir venir finalement partager de la donnée ou récupérer de la donnée issue d'un parcours précédent. Il y a l'exemple aussi typiquement du SAV qui va pouvoir partager des données avec le reste des médias présents sur mon site. Et enfin, si on veut aller un peu plus loin, toute la partie innovation et nouveaux usages, les API vont bien évidemment nous permettre de brancher des objets connectés, mais aussi finalement aller jusqu'à de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Typiquement, on pourrait faire l'essai d'un rouge à lèvres, où en réalité augmentée, on viendrait sur le visage de la personne poser le rouge à lèvres, et on se baserait bien évidemment sur le catalogue produit qu'on a dans nos API pour pouvoir donner les bonnes références produits et les mapper par rapport à des choses cohérentes.
Ensuite, les API, finalement, ont un côté un peu, on va dire, intéressant parce qu'elles permettent de repenser complètement l'architecture qu'on va mettre dans nos applications. Et on va obtenir finalement un front qui est 100% découplé. Et contrairement à ce qu'on avait avant, on a à la fois un découpage très technique, parce que on a une obligation de découpler la partie front de la partie API, mais on arrive aussi à un découplage qui est aussi d'un point de vue fonctionnel, parce que finalement, les API ont cet intérêt de venir manipuler des ressources unitaires. On va manipuler une commande, on va manipuler un client, on va manipuler donc des objets plutôt unitaires, contrairement à avant, où finalement, dans une appli, quand dans un écran, on avait besoin des données clients, plus des données panier, plus des données livraison, bon, on faisait un seul paquet cadeau et on envoyait le tout. Là, ça a quand même cet intérêt de venir réarchitecturer notre application dans le bon sens et avec une bonne granularité. Voilà, donc ce qui donne finalement un découplage fonctionnel très, très intéressant et plutôt cohérent, qui demain va permettre finalement d'avoir un déploiement potentiellement par pan fonctionnel. C'est-à-dire on pourrait très bien décider de ne déployer que les données de l'API client ayant évolué, on ne déploie que les données clients. Voilà. En termes de pérennité, finalement, l'intérêt de travailler sur ce genre de choses permet finalement d'anticiper la vétusté de la plateforme. En fait, en effet, comme le disaient Stéphane et Laurent juste avant, quand on a commencé ce projet pour Nocibé, se posait la question d'une refonte complète de l'application, d'un replatforming complet. Et finalement, travailler sur cet axe-là en travaillant majoritairement les API a permis finalement d'éviter de tomber dans cet abandon en fait, d'un certain nombre de codes. Voilà, l'idée c'est de jamais atteindre un degré d'obsolescence qui obligerait à tout jeter. Donc l'idée par rapport derrière ça, c'est venir casser les monolithes et diminuer la dette technique. Et en conservant finalement un niveau d'obsolescence tolérable pour notre plateforme, on n'arrivera jamais à l'abandon total de la plateforme. Voilà. Et en termes d'évolutivité, finalement, une fois qu'on a franchi ce pas, on a la possibilité de ne changer que les briques qui sont nécessaires ou de les faire évoluer petit à petit. En termes de performance, ce qui est important de bien voir sur ces architectures-là, c'est que finalement, c'est des architectures qui sont construites à la base pour tenir la charge. Et bien évidemment, sur les sites qu'on a à gérer, c'est quelque chose qui est très critique, notamment par rapport à un certain nombre d'événements que sont les soldes, le Black Friday, la fête des mères. Et récemment, toute la partie Covid-19 nous a montré qu'un certain nombre de sites étaient sursollicités. Notamment, ce qu'on a pu constater, nous, dans les chiffres qu'on a constatés, chez certains de nos clients, les chiffres sont de l'ordre de 5 fois supérieurs à ce qu'on constate sur un Black Friday. Voilà. Donc ça, c'est aussi finalement, grâce à des architectures qui sont scalables, qu'on va pouvoir tenir ce genre d'événements commerciaux sans avoir, entre guillemets, à s'en soucier. Voilà. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir derrière tout ça un monitoring qui reste une brique très importante. Parce qu'en fait, étant donné que maintenant notre appli va être découpée et morcelée en plusieurs petites parties, il faut que chaque partie soit bien monitorée et qu'on ait vraiment un monitoring fin et une vision précise de ce qui se passe sur chacune des briques. Voilà, pour anticiper finalement un ralentissement qui pourrait être provoqué par une des briques qui devient problématique. Et la sécurité dans tout ça, on pourrait se dire, finalement, avec les API, on a un système qui est beaucoup plus ouvert. Donc, on pourrait voir le danger par rapport à tout ça. Mais au contraire, finalement, le fait d'avoir un système qui est ouvert par nature au départ va nous obliger, lors de sa conception, à venir mettre en place des niveaux de sécurité qui sont bien supérieurs à ce qu'on faisait dans des applis classiques avant. Voilà. Donc, notamment, toute la norme OAuth2 permet d'aller très très loin dans ce niveau de sécurité. Et ce qui est important de préciser, c'est que finalement, on obtient du security by design
dès la conception des API, mais aussi dès la conception de l'application. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est vraiment un des points critiques à ne pas négliger lors de la construction d'une appli, et notamment quand il y a des API qui sont présentes. Et enfin, dernier point sur un peu cet overview de ce que sont les API. En fait, la partie gouvernance est très importante. En fait, il faut vraiment penser son API comme un produit à part entière. Avant, finalement, quand on construisait une application, on construisait l'application et tous les services qui allaient avec en même temps. Donc, on avait finalement un tout qui se construisait en une fois. Aujourd'hui, finalement, l'enjeu, c'est de construire des services qui vont être réutilisables. Et on va construire finalement l'API par rapport à son premier consommateur. Donc, la première appli qui va l'utiliser va être le premier consommateur. Mais finalement, il faut savoir garder finalement... ne pas prendre des choix trop drastiques à un moment donné qui nous empêcheraient d'avoir une API qui est évolutive par la suite. Donc, bien évidemment, il faut le construire par rapport à son premier consommateur, mais pas être trop restrictif. Voilà. Et on ne peut pas non plus, à l'inverse, chercher à dire je vais chercher dans mon API à couvrir tous les cas de la Terre possibles, parce que là, dans ce cas-là, le time to market ne serait pas présent. Bien évidemment, il faut commencer petit, avec le start small, qui est très important, mais du coup, garder cette vision, c'est comment l'API doit évoluer dans le futur. Voilà. Donc, je vais redonner la main à Stéphane, qui va finalement traduire ça chez Nocibé. Comment ça s'est passé sur cette partie API? Donc là, on va essayer de prendre un peu plus finalement le contexte Nocibé. Alors, on n'est pas encore arrivé à cet état-là. Hein. L'idée, c'est de s'orienter vers ça. Mais en tout cas, on pense avoir trouvé quand même une façon d'avancer qui permet finalement de construire au fur et à mesure cette cible-là. Donc la première chose qu'on a fait, comme je le disais en haut, finalement, c'était le bilan et ensuite donc de définir une cible. Et quand on parlait de la cible, finalement, on est assez vite arrivé à ce genre de slide en fait, où finalement on leur a dit que la plateforme peut s'appuyer sur un certain nombre de briques externes. C'est-à-dire qu'en gros, quand on parle d'API, finalement, on ne parle pas forcément de nous produire des API, mais surtout de s'appuyer sur des API qui sont déjà fortes et qui sont peut-être déjà fournies finalement par un prestataire avec lequel on a déjà des interactions, mais qu'on n'exploite pas à sa pleine puissance en fait. Donc l'idée, c'est de dire que maintenant, en effet, à l'époque, finalement, les plateformes e-commerce, surtout quand ça a été construit en 2006, hein, c'était construit un peu comme un SI isolé, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait la plateforme e-commerce, elle était maître de ses données, et puis après, il y avait tout un tas de flux, en fait, entre le SI et la plateforme e-commerce qui était là, finalement, pour venir synchroniser un petit peu les choses et essayer d'amener un petit peu de communication, des fois, entre le magasin et l'e-commerce. Bon, bah ça, c'était pas viable et c'était pas du tout dans la cible de ce que voulait faire Nocibé, mais on était vraiment là-dedans, finalement, quand on a commencé. Donc, ce qu'on voulait faire, du coup, c'était aller finalement vers une plateforme douée en intégration, en fait, hein, donc la rendre vraiment un peu comme une pieuvre, finalement, qui va chercher ces informations là où elles sont pertinentes et qui va communiquer assez naturellement et surtout de façon synchrone avec le reste du monde. Et donc, bah, c'est vraiment la direction qu'on a pris en cible, finalement, et qui allait driver un petit peu nos choix et nos compromis au fur et à mesure des années. Donc pour ça, en fait, on a aussi mis en avant le fait que c'était, et Pascal l'a dit tout à l'heure, en fait, très très important d'avoir des outils de mesure, en fait, et pas seulement des mesures techniques, mais aussi des mesures métiers, parce que des fois, on peut être amené finalement à mal comprendre soit le comportement d'un utilisateur, soit la façon finalement dont techniquement la plateforme tourne. Donc c'était très important finalement d'avoir assez rapidement en place des KPI et des outils de mesure qui permettent de suivre et valider nos choix, et de le faire dans le temps. Donc l'idée c'était ça, du coup, c'était d'avoir cette plateforme Nocibé FR un peu au centre, l'inventaire des solutions externes vers lesquelles on voulait aller, parce que par exemple il n'y avait pas forcément de plateforme de paiement quand on a commencé, là maintenant on en a une, et de voir en fait ce que le SI Nocibé était capable aussi de reprendre, parce que dans une démarche omnicanal, bah, finalement le SI va prendre de plus en plus d'importance et va construire aussi ses services en fait. Et finalement, dans certains projets, dont on va avoir 2 exemples tout à l'heure, on va voir finalement que c'est aussi le SI Nocibé qui a construit les API pour permettre d'arriver au résultat. Donc voilà. Donc ensuite, on a redéfini un peu du coup ses responsabilités et puis on a essayé de définir la cible de ce qu'allaient porter finalement les briques qu'on connaissait déjà. Et éventuellement identifier de nouvelles briques qu'on allait devoir mettre en place
pour aller vers de plus en plus d'omnicanalité et dispatcher finalement un petit peu le travail entre finalement les responsabilités de la plateforme Nocibé et le SI Nocibé. Donc si je résume rapidement, finalement, nous on s'est dit que sur la plateforme Nocibé, on avait Sparko. Donc Sparko qui est un outil d'Imerge et qui, quand on regarde comment c'est intégré, est responsable finalement de toute la navigation catalogue sur le site et qui s'en sert du coup ensuite pour faire des recommandations. Donc de faire des push produits, faire un peu de mise en avant en fait. Et ça, c'était quelque chose que le métier finalement avait un petit peu en vue parce que ils ne trouvaient pas qu'ils exploitaient la solution à sa pleine puissance. Donc on va prendre deux exemples. On va prendre Sparko, l'intégration Sparko, comment on a transformé, parce que ça existait déjà en fait et on l'a renforcé. Et ensuite, on va prendre un exemple sur la wishlist où là, on a créé une API, mais on a aussi créé des API côté Nocibé pour être capable finalement d'aller jusqu'au bout du geste en magasin en fait via la Nocitab qui est un outil en magasin pour les conseillers. Et donc à côté de ça, on a identifié 3 grosses responsabilités finalement à développer chez Nocibé. C'est toujours en cours. Mais en gros, c'est donc le RCU, c'est-à-dire qu'avant, la plateforme Nocibé portait les données clients et était responsable de tout ça, et on synchronisait finalement entre les deux SI. Là, l'idée, c'était plutôt d'avoir des services qui nous permettaient d'aller consulter en fait l'information un peu en temps réel et de la mettre à jour pour qu'il y ait un geste un peu plus fluide, y compris si le client est en magasin. Ensuite, on s'est dit que le moteur d'Opeco, ce serait intéressant aussi de le rendre omnicanal, parce que là, aujourd'hui, il est porté encore par Nocibé Web, mais l'idée, c'est bien d'avoir un moteur d'opération commerciale qui soit commun et qui permette de faire éventuellement les mêmes offres finalement entre le magasin et puis le web. Et un OMS, alors au sens large du terme, hein, parce que finalement, ça concerne la disponibilité et la commande. Là, aujourd'hui, finalement, le site nocibé.fr est encore responsable d'une partie de la disponibilité, mais on va chercher des responsabilités aussi, la disponibilité aussi des produits en magasin, en fait, directement via des services. Finalement, le but, c'est que le canal nocibé.fr soit vraiment responsable de la partie exposition web de Nocibé. Ça va prendre des commandes donc sur le web, mais juste un process de checkout finalement. Après, c'est le SI qui traite les commandes. Et confier finalement tout ce qui est paiement, navigation catalogue, etc. à des briques externes qui existaient ou non à l'époque et qu'on a développées. Donc, en parallèle de ça, en fait, ça est suivant. On a défini aussi une cible plutôt technique en fait, qui nous permettait d'accélérer un petit peu les déploiements et surtout la stabilité de ces déploiements. Donc finalement, on est parti d'une époque où tout était quasiment manuel en fait, du build jusqu'à la procédure de livraison en fait, avec des étapes qui étaient assez longues et qui étaient sujettes à erreur. Donc ce qu'on a essayé de faire finalement, c'est de venir automatiser et packager l'application d'une certaine façon pour que on évite finalement d'avoir des différences déjà entre les environnements et que la procédure finale de déploiement soit beaucoup plus simple à gérer. Donc là, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on est passé sur du Docker et on est passé finalement d'un serveur Tomcat en fait à du Spring Boot pour finalement profiter aussi des outils que fournit Spring Boot pour les développements et accélérer et surtout stabiliser en fait ces développements-là. Donc là, aujourd'hui, on est dans un process finalement où le build qu'on crée est relativement compatible entre la recette et la production, et la mise en production de l'application Nocibé se fait assez rapidement via une ou deux lignes de commande. Donc notre cible, bien sûr, c'est d'être à la fin Cloud Ready pour être capable d'avoir de la scalabilité à la demande et un certain nombre de choses comme ça. Mais on n'y est pas encore. Donc, pour avancer dans tout ça, finalement, le schéma global, c'est ça, en fait. C'est qu'en gros, il y a des objectifs à 3 ans qui sont en fait finalement stables en fait dans le temps. C'est surtout pour ça qu'on dit c'est des objectifs métiers en fait. Et l'idée, c'est chaque année de venir construire une roadmap, d'abord métier. Donc c'est le métier qui donne ses priorités et les projets qui sont importants pour eux, c'est eux qui les priorisent. Et ensuite, en fonction de ça, donc en démarche opportuniste, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y greffer des projets techniques qui nous permettent de remodulariser la plateforme, de créer éventuellement des API, de décider finalement aussi des projets côté SI, Nocibé, pour venir aussi créer d'autres API qu'on est capable de consommer pour répondre au projet final. Et on avance comme ça d'année en année finalement, tout en remodularisant la plateforme et en l'améliorant.
mais toujours sur la base de projets métiers. Donc voilà, c'est le suivant. Donc la première étape, ça a été vraiment de rationaliser un peu la plateforme web, puisque finalement, on avait assez peu d'informations sur comment ça tournait en production. On voulait diminuer un petit peu le time to market pour être capable finalement d'adresser la roadmap métier, parce que finalement, l'idée, c'est de réussir à déployer suffisamment rapidement et suffisamment souvent pour être capable d'arriver à nos objectifs. Et bien sûr, on voulait stabiliser et sécuriser les déploiements. Donc pour ça, en fait, on a mis en place, la première chose qu'on a fait, finalement, c'est mettre en place une stack ELK, donc qui nous permettait, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, qui nous permettait de venir agréger l'ensemble des informations, des logs métiers et des logs techniques de la plateforme. On en a construit, on en a refactoré certains, en fait, pour avoir une meilleure vision et des dashboards plus pertinents, ce qui nous a permis finalement de vraiment comprendre où étaient les forces et les faiblesses de la plateforme en termes de performance ou en termes de logique métier. Ensuite, on a fait une migration technologique. Donc ça a été aussi un des premiers chantiers qu'on a fait en partant de Tomcat vers Spring Boot, en fait. Donc d'un projet déployé sur un serveur d'application vers un projet un peu standalone. Et on a mis en place Docker pour simplifier un petit peu les déploiements, le passage de la recette à la production. Et enfin, alors on a fait un peu l'inverse de ce qu'on fait de la tendance du temps à l'époque. À l'époque, on parlait beaucoup de microservices. C'est vrai que c'est très intéressant, mais le problème quand on a une plateforme comme ça, vieille, qui a beaucoup d'historique et dont le découpage n'est pas parfait, c'est qu'on a du mal finalement à trouver le bon découpage pour réussir à modulariser. Donc la première chose qu'on a fait finalement, c'est de venir rassembler tout. Donc un des premiers projets aussi, ça a été finalement de rassembler deux applications qui existaient et qui vivaient de façon indépendante, le site desktop et le site mobile, pour des raisons de performance et finalement d'optimisation. Les deux avaient été séparés. L'idée, ça a été de faire un premier site responsive pour venir à gommer les différences. Et c'est là, finalement, on a commencé à vraiment travailler aussi avec le métier, qui a drivé vraiment ce qu'ils voulaient et ce qu'ils attendaient, finalement, pour gommer les différences métiers aussi, entre les deux. Et enfin, on a fusionné un petit peu plein de projets finalement qui étaient un peu éparpillés sur Git, en fait, donc sur le référentiel de source. On les a rassemblés pour avoir un tout cohérent et commencer à y voir un peu plus clair finalement dans les découpages qu'on est capable de faire pour venir modulariser un petit peu le développement. Ce qui nous a permis aussi finalement d'avoir, et ça c'est assez important aussi quand on veut transformer quelque chose, c'est d'avoir une granularité 1 pour 1 entre ce qu'on déploie et ce qu'on manipule en développement. Parce que quand on doit, pour une fonctionnalité, finalement impacter 10 projets différents pour ensuite venir les rassembler et avoir un truc cohérent à la fin, souvent ça amène beaucoup de latence et de freins. Donc voilà les premières étapes, finalement le but ça a été vraiment de rationaliser. Donc si on parle d'un premier exemple, alors qui est venu assez tard au final, c'était au bout de la 2e année et demie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En gros, Nocibé a eu la volonté en fait d'être capable de construire des wishlists sur le site web et de venir les consulter en magasin pour, d'un point de vue métier, améliorer le conseil, être capable de faire de la recommandation sur la base de ce qu'on voit dans la wishlist d'un client. Et donc ça a demandé pas mal d'éléments. Le premier, finalement, ça a été d'être capable d'authentifier la Nocita donc chez Nocibé, d'authentifier le client pour être capable de consulter ces données. Ensuite, on a créé une API wishlist qui n'existait pas. Alors, la notion de wishlist existait, mais elle était un petit peu bancale sur le site et elle était surtout très couplée finalement à l'affichage. Donc, en gros, on n'était pas capable de sortir ces données-là à l'extérieur de la plateforme web dans un premier temps. Donc, on est venu construire une API pour ça. Et ce qu'on a dû faire aussi avant d'arriver à ce genre de résultat, c'est finalement d'intégrer la partie client de chez Nocibé, qui a créé une API pour ça. Et on a été comme ça capable d'échanger un identifiant qui permettait finalement d'avoir une vision unifiée du client et d'aller consulter les informations sur la base de cet identifiant-là. Donc finalement, ça a été une des premières applications d'API où on a réussi à avoir un geste omnicanal supplémentaire par rapport au click and collect, qui était un des premiers projets qu'on avait fait avant la transformation. Mais ça nous a permis finalement d'expérimenter un petit peu, sans forcément trop modifier la plateforme, mais en y amenant finalement de nouvelles API.
Donc ensuite, slide suivant. Donc le deuxième exemple, là c'est un exemple plus de consommation, où finalement, on avait avant le site Nocibé qui était responsable du catalogue. Sparko était juste là finalement pour driver un petit peu la navigation, en fait, fournir le contenu des pages, mais on allait toujours finalement chercher en base de données toutes les informations des produits, ses caractéristiques, etc. Donc finalement, c'était une intégration un peu double. Et des fois, il y avait un peu de double saisie pour le métier finalement entre Sparko et le site Nocibé. Donc ce qu'on a essayé de faire finalement, parce que ce qu'essayait de faire le métier, c'était d'aller vers de la reco perso. Donc en gros, être capable de suivre la navigation du client et de venir lui pousser des produits de façon plus pertinente finalement grâce à Sparko qui était un moteur orienté pour ça et qui n'était pas forcément complètement utilisé à sa juste valeur au moment où on a commencé. Donc comme le métier voulait renforcer ça, bah, finalement on a commencé à regarder un petit peu. Et l'objectif finalement c'était être capable de servir toute la navigation de catalogue sans cache, pour que Sparko soit au courant finalement de la navigation de catalogue et qu'il soit capable de le suivre dans le temps et dans son parcours sur le site. Donc pour ça, on a été obligé de supprimer le cache sur la partie produits et page liste. Donc quelque chose qu'on fait quand même, enfin ça fait toujours un peu peur quand on a un site web de faire ça, mais on s'est dit finalement que Sparko avait les performances pour tenir ce genre de choses et que si on décommissionnait cette partie catalogue du site Nocibé pour aller chercher via l'API Sparko les informations produits, on avait un double gain finalement, ce qui était d'être capable d'aller vers de la reco perso, tout en redonnant finalement la main sur le catalogue à Sparko et donc au métier qui allait l'administrer qu'à un seul endroit. Donc là-dessus, finalement, on a renforcé cette intégration d'API Sparko et en travaillant finalement sur l'optimisation, donc en amenant finalement des projets techniques sur l'optimisation des requêtes en BDD, on a réussi finalement à aller jusqu'au bout de ce projet-là et à tenir la charge d'un Black Friday en fait sans cache en front sur le site. Donc voilà, en fait, c'est un projet finalement qui nous a montré que, avec des mesures adéquates, en renforçant finalement l'utilisation d'API existantes et en remettant les responsabilités à la bonne place, bah, finalement, on arrive à avoir des gains en fait à la fois métier et technique assez intéressants. Et on a fait tout ça finalement sans forcément augmenter le nombre de serveurs sur la plateforme pour être capable de tenir la charge. Donc voilà. Donc petit bilan du coup ensuite pour le embarras sur ces 3 années passées. Oui, donc comme vous avez pu le voir, la plateforme a beaucoup bougé depuis 2016. En termes de vélocité, de stabilité, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, les maps sont beaucoup plus faciles à faire. On est beaucoup plus serein par rapport aux mises en production. On a un rythme de mise en production qui est plus que correct. On fait au minimum 2 maps par mois. Il y a des mois où on en fait plus que ça. J'ai une facilité à démarrer les services omnicanaux. Je vais revenir sur la wishlist parce que c'est un des derniers où on a fait, où on est vraiment sur de l'omnicanalité parce que la wishlist, elle est vraiment partagée. Elle peut être initiée sur le web, elle peut être modifiée en magasin et tout ça se fait sans aucune frontière. Tout se passe très bien. Et je pense que la plateforme, elle tient toujours aussi bien la charge, peut-être même encore mieux parce qu'on a optimisé plein de choses. Donc on est vraiment sur la bonne voie. Il y a une condition essentielle pour réaliser cette transformation, c'est qu'on a vraiment une adhésion tripartite, c'est-à-dire qu'on a embarqué le métier avec nous, la DSI et PeakTime, c'est-à-dire qu'on a convaincu le métier de notre démarche et que le métier est conscient qu'il a à y gagner sur nos transformations techniques parce que ça tient mieux la charge, ça répond à leurs besoins. Mais c'est eux qui drivent le truc. Jamais on a fait de la technique pour de la technique, on a fait de la technique pour respecter la roadmap du métier. Voilà, maintenant, il reste encore, c'est qu'un début, n'est-ce pas Stéphane? Il reste encore plein de choses à mettre en place, mais on est vraiment sur une vraie transformation. Et vu ce qu'on a fait depuis 2016, moi, je ne regrette pas le fait d'avoir abandonné le replatforming. L'intérêt aussi, c'est que la création de services du côté de chez PeakTime fait la création de services de notre côté et on branche tout ça et ça se passe très très bien. Et j'insiste aussi sur un point, c'est que
on a vraiment aussi progressé sur la notion de sécurité, comme le disait Pascal tout à l'heure. C'est que, en fait, quand on ouvre des services comme ça, on est obligé de penser à la sécurité dès le départ. Et voilà, ça se passe très bien. Et vu les problèmes de sécurité qu'on peut avoir en ce moment, c'est bien d'y penser dès le départ. Donc voilà pour le bilan pour ma part. Top. Eh ben, merci beaucoup, Laurent, pour ce partage et ce retour d'expérience. Merci aussi à Stéphane et Pascal de nous avoir apporté cet œil expert et d'avoir pris le temps justement de nous partager tout ça. Et merci aussi à tous les participants. Nous sommes une trentaine pour ce webinaire. Du coup, je pense que c'est une belle récompense pour E3. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture cette session simplement par une séance de questions-réponses. Donc, la plus difficile à poser va être, comme d'habitude, la première. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Alors, par contre, sur Teams, vous avez un petit outil qui s'appelle lever la main, parce que là, tous les micros sont désactivés. Donc, n'hésitez pas pour qu'on puisse activer vos micros pour poser vos questions. Il y a Mathieu, on dirait. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux activer ton micro par contre? J'y vais. Moi, de mon côté, c'est activé. Ah bah vas-y, n'hésite pas. Alors, j'ai juste une petite question à Stéphane. Comment vous avez traité la responsabilité en fait entre les parties API front, donc celles qui sont destinées vraiment à la consultation, par exemple des produits, etc., et les parties qui sont plus back, plus d'administration? Est-ce que vous avez fait un système d'API qui cumule les deux fonctionnalités, ou vous avez bien différencié ça en deux, enfin, vous avez différencié ça en deux API vraiment distinctes? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. On n'a pas forcément eu de trop à jouer avec cette dualité-là, en fait, parce que finalement, les API qu'on a créés étaient quand même plutôt destinés à du front, en fait. Enfin, en gros, à un geste client final. La partie administration, finalement, est portée par un middle office qui est encore là, en fait, sur la plateforme, qui date aussi de ces années-là. Là, ce qu'on travaille en fait sur la partie administration, c'est plutôt donner à la main au métier sur des gestes de propagation, donc en gros d'exploitation de la plateforme en fait. Donc c'est vrai que la partie administration, on l'a pas trop eu en fait pour l'instant sur les API. Après le geste métier on va dire de propagation, je suppose que ça va être de fiches produits, etc. C'est un petit peu moi ce que j'entends par les parties back-end, et savoir du coup si vous l'avez traité différemment, on va dire d'un flux de consultation simple. Il y a certaines API en effet qui sont disponibles que pour le SINOCIB et qui permettent des gestes d'exploitation en fait. Donc on le traite comme ça. Après sur les produits c'est un peu particulier parce que finalement on n'a pas forcément d'API produit. On se sert du site finalement comme moteur de rendu pour Sparko qui est celui du coup qui administre en fait et qui fournit l'API produit au final et qui permet finalement de gérer la mise en avant, etc. Et la partie administration de tout ça est portée par l'outil Sparko. Et du coup ce qui est pas mal pour le métier c'est que ça leur fait un outil pour gérer un peu tout cet aspect-là, quoi. Ok, merci. D'autres questions? A priori non. Charles? Vas-y Charles, tu peux mettre ton micro. Ouais, moi j'avais une question sur tout ce travail d'API, et notamment lié au rapport avec le métier, à la retranscription dans les faits et à toute la gouvernance autour de ces API. Comment Nocibé a décidé de mettre en place tout ça? Parce qu'effectivement, Nocibé n'a pas qu'un site e-commerce, et donc comment tout ça fonctionne au global pour l'entreprise Nocibé? Je vais laisser répondre à Rombara là. Donc c'est ce que j'expliquais en introduction, le besoin a fait la mise en place de l'API. On est parti du click and collect et on avait un fort besoin au niveau du client. Donc on a commencé par apaiser le client et la commande qu'on a plugué sur le web d'abord. Et après, le besoin est venu par rapport à la digitalisation du point de vente aussi, puisqu'on a décidé de déployer des tablettes en magasin. Et donc, on s'est branché exactement sur les mêmes API qu'on a utilisées.
De même pour la wishlist. Donc le besoin est venu vraiment de l'omnicanalité et du métier par rapport à l'omnicanalité. Donc on a construit notre APIisation de notre côté et on en a profité pour brancher ces API sur le site et pas seulement que sur le site. Comme on le disait tout à l'heure, l'API, à un moment, il faut penser à ses consommateurs dès le début. C'est ce qu'on a fait notamment sur la wishlist. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond. C'est vrai que c'est assez clair. Merci. On l'a dit un peu en filigrane aussi, un point important, c'est vraiment l'aspect cohésion finalement entre la DSI, le métier et l'équipe web en fait. C'est ça qui fait, grâce aux instances finalement, le fait qu'on arrive à faire des compromis, nous techniquement, parce que des fois on a envie de faire les choses ultra propres, etc. Mais bon, il faut se restreindre pour être capable de servir juste le besoin du métier. Et les instances finalement qu'on a eues entre nous et cette cohésion a fait que ça marche plutôt pas mal, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on a aussi réussi à convaincre le métier de dire à un moment, ton besoin, on va le manager avec un module technique qui servira après, et accepte juste qu'on prenne un tout petit peu plus de temps pour le développer. Et derrière, ça sera bénéfique pour tout le monde. Et c'est ce qui a fait que ça a marché, c'est que le métier nous a suivis aussi. Ouais, c'est ça. Parfait. Une dernière question pour respecter le timing. N'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc moi j'avais une question. Donc cette démarche, je note qu'elle a eu, qu'elle est assez, qu'il y a beaucoup de succès autour de cette démarche chez Nocibé. Maintenant, est-ce que cette démarche c'est quelque chose qui répond à un besoin spécifique Nocibé, ou est-ce que c'est une démarche qu'on peut aller, est-ce que c'est une démarche qui est valable pour, on va dire, toute typologie de clients, ou il faut vraiment, ou même par exemple pour des SI, on va dire un peu plus modestes que celui de Nocibé, c'est une démarche qui peut avoir de la valeur ajoutée à court terme? Je dirais que c'est vrai que ce qu'on va être capable de faire va forcément dépendre finalement des moyens, hein, bien sûr. Mais je trouve que justement ce genre de méthode, en fait, en avançant pas à pas et surtout en avançant sur des projets métiers qui sont censés du coup apporter de la valeur pour le client, théoriquement finalement on arrive à trouver le bon compromis finalement entre l'effort qu'on va mettre pour développer tout ça et le gain qu'on va en avoir en fait. Le curseur est toujours placé finalement sur un objectif métier. Donc du coup je pense que c'est applicable. Après c'est vrai que ce qui est important c'est quand même que les équipes dialoguent correctement entre elles en fait, entre la DSI, le métier et l'équipe de développement. Mais la valeur produite peut se faire ressentir, on va dire à court terme. C'est pas quelque chose qui prend forcément plusieurs années. Déjà dans les premières étapes, on peut observer une amélioration de la plateforme. Non, dès le début, en effet, en fait, on a eu des gains au travers des premiers projets métiers qu'on a mis en place. Ça c'est sûr. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Il y a eu des gains, il y a eu des gains métiers, business, parce que démarrer le click and collect, c'était pas innocent. Il y avait un vrai enjeu business derrière. Et donc ça a fonctionné. Et les gains sur la plateforme, on les a constatés ensemble au fil de l'eau, puisque, encore une fois, la stabilité, la facilité à mapper et la granularité et ce qu'on pouvait contrôler qu'on ne contrôlait pas avant, depuis qu'on a mis la stack ELK, ça nous a changé la vie. Il y a du gain très rapidement, en fait. Merci beaucoup. Canon, c'était la dernière question. Il est 47. Je vous propose de conclure là-dessus. Encore un grand merci à tous les participants. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés quasiment dans un mois, le 18 juin, pour notre prochain webinar. J'ai déjà le titre si ça peut intéresser. Donc voilà, ce sera le prochain webinar donc, sur un projet de refonte Fashion Cube avec Salesforce dans un contexte multimarque et mobile first. Donc d'ici quelques temps, vous recevrez des invitations ou sur notre LinkedIn ou directement par vos commerciaux ou vos responsables projets de cette invitation. Vous pourrez vous y inscrire sans problème. Et surtout, n'oubliez pas que cette présentation du jour est disponible sous vidéo. Donc, de la même manière, vous pouvez contacter vos responsables projets ou vos commerciaux pour pouvoir la récupérer. Super. Merci pour les précisions, Eugénie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.